Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Nous ne renonçons pas et ne renoncerons jamais à notre droit légitime et naturel à l'indépendance. Nous sommes africains et nos territoires ne sauraient être partie de la France. Une déclaration du premier président de la Guinée indépendante, Si Ahmed Sékou Touré, c'était le 2 octobre 1958. Une date repère de l'histoire de la Guinée, 61 ans après. Qu'avons-nous fait de notre indépendance? Dans cette édition spéciale, la rédaction tente de passer en revue quelques acquis, mais aussi des défis à relever. À Conakry et à l'intérieur du pays, les festivités du 2 octobre ont été célébrées un peu partout. Dans la capitale, le président de la République, professeur Alpha Condé, a déposé une gerbe de fleurs à la place des martyrs. Plusieurs personnalités du pays, d'institutions internationales et d'autorités militaires étaient à ses côtés. Le film de la cérémonie avec Sanassi Keïta. 61e anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale et internationale. C'est un événement historique qui se déroule ici, à la place des martyrs de la capitale Conakry. Nombreuses sont les personnalités guinéennes et étrangères qui ont rallié le centre-ville pour prendre part à la célébration de cette fête anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Une indépendance qui a été acquise le 2 octobre 1958 sous la direction de feu président Ahmed Sékou Touré, premier président de la République de Guinée. À cette occasion donc, le président de la République, professeur Alpha Condé, arrive sur cette place des martyrs où tous les honneurs lui ont été rendus pour fêter en apothéose cette date historique du 2 octobre 1958 qui reste gravée dans la mémoire du peuple de Guinée. L'honneur revient ainsi au chef de l'État de se diriger vers le monument de la place des martyrs pour venir poser la gerbe de fleurs. Une manière pour professeur Alpha Condé de rendre un vibrant hommage aux héros nationaux qui se sont battus pour la cause de la Guinée, comme Almami Samori Touré, Zegbela Toba Pivi, Dina Salifou et Alpha Yaya Diallo.
société pour le peuple de Guinée et d'unité. Parce que comme je dis, seul le Guinéen peut bâtir la unité. J'espère donc que nous ferons beaucoup de dans la paix et dans la solidarité. C'est un message de paix et d'unité qui livre le président de la République sous une pluie battante afin que les Guinéens se rapprochent davantage les uns des autres pour marcher dans la même direction, celle qui consiste surtout à bâtir une Guinée unie et forte, résolument tournée vers l'avenir. Dans une atmosphère détendue et sous une forte pluie, le président de la République fait le tour de cette place publique en saluant toutes les personnalités présentes ici qui sont venues commémorer en communion cette fête anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale et internationale. Le tout dans une ambiance festive avec ce bain de foule auquel le président Alpha Condé a eu droit. Une foule visiblement en adéquation avec l'idéal du chef de l'État qui vise à conforter l'unité nationale pour poursuivre la dynamique du développement de façon durable après 61 ans d'indépendance. Ce jour est un jour solennel. Hier, dans son adresse à la nation, le président de la République, professeur Alpha Condé, a rendu hommage à tous les illustres dévanciers. Le père de la nation a surtout salué l'œuvre accomplie par chacun de ses prédécesseurs à la tête du pays et son 5 présidents à conduire jusqu'ici le destin de la Guinée. Kamara Boubacar. Le père fondateur, les sentinelles, le bâtisseur. L'histoire de la Guinée indépendante est incarnée par ces 5 figures fortes au parcours différent. En réussissant à mobiliser ses compatriotes contre le colonialisme français par voie de vote, Sékou Touré proclame l'indépendance du pays. Il est l'homme du 2 octobre. Sa présidence est marquée par une politique révolutionnaire. Il nationalise les entreprises étrangères et planifie l'économie du pays. Les menées subversives de déstabilisation de son régime dès 1959 l'opposent toutefois à adopter une politique de survie. Mais ses choix seront controversés. Il a le mérite de poser les bases de l'industrialisation, cultiver l'unité nationale et donner vie à notre identité culturelle. Son combat pour l'Afrique et la justice sociale est connu. Son successeur, le général Lansana Conté, lui rend hommage en lui donnant le nom du palais présidentiel. Celui-ci est l'homme du 3 avril 1984. Il ouvre le pays au libéralisme économique. Sur le plan politique, les Guinéens optent pour le multipartisme démocratique. La gestion de ces dons sera difficile pour la Guinée. Les élections et la précarité ambiante ouvrent un cycle de contestation, mais la cohésion sociale et l'intégrité territoriale seront préservées. Quand il quitte le pouvoir, les institutions qu'il a bâties seront suspendues, comme en 1984. Une seconde transition militaire s'ouvre. Elle est menée par le capitaine Moussa Dadis Camara et le général Sekouba Konaté. Un moment d'agitation et de troubles qui aboutit cependant à l'organisation de l'élection présidentielle pour le retour à la normalité institutionnelle. Professeur Alpha Condé, l'opposant historique avec 40 ans de combat politique, accède à la magistrature suprême en 2010. C'est l'homme du 21 décembre. Il a un État à bâtir, des réformes douloureuses à opérer sur le plan institutionnel et économique. Au niveau social, les attentes sont fortes. Patiemment, le pays se remet, les indicateurs économiques passent au vert. Les initiatives sont prises pour repousser la pauvreté en zone rurale, surtout chez les jeunes et les femmes. Des points importants sont marqués dans les secteurs comme les mines, l'énergie et l'agriculture. Des chantiers herculiens sont annoncés sur d'autres fronts, dont celui des travaux publics. Chacun de ces grands serviteurs de la République est resté fidèle et respectueux du nom fondateur de la nation et œuvré pour que les Guinéens s'assument dans la dignité en comptant sur le travail, la justice et la solidarité.
La diplomatie, c'est l'autre champ d'action où la Guinée s'est de tout temps illustrée comme défenseur de nombreux pays épris de paix. De l'indépendance à nos jours, la politique étrangère du pays a connu plusieurs paradigmes. Des témoignages nous rappellent les temps forts du parcours diplomatique de la Guinée dans ce commentaire signé Isidore Nadamou de Tunkarata. Expression de notre politique étrangère, la diplomatie guinéenne, dans sa fonction régalienne visant à établir le contact physique entre l'État guinéen et les autres États, a dans son parcours été confrontée à de nombreuses difficultés. Des obstacles auxquels il fallait surtout s'y attendre après avoir brutalement coupé le cordon ombilical avec la France. Empêcher à tout prix l'émergence du jeune État. Un plan que les dignes fils d'alors ont déjoué en hissant le plus tôt que possible le pays sur la scène internationale. Il a fallu donc les efforts des autorités de l'époque, en particulier de certains diplomates chevronnés que nous avons connus, les feux El Hadj Nabi Youla et Boubacar Teli Diallo, qui avaient été mandatés par le président Sékou Touré, n'est-ce pas, pour pouvoir donc hisser la Guinée sur sa scène internationale. Donc tous ces efforts combinés, n'est-ce pas, ont permis, avec l'aide de certains pays, donc de parrainer l'admission de la Guinée à la Nations Unies. Au plan régional, la diplomatie guinéenne va s'impliquer activement dans les mouvements d'émancipation et de libération totale de l'Afrique du joug colonial. Sous la Deuxième République, le général Lansana Conté prône l'économie libérale et la conquête de nouveaux partenaires sera au centre des préoccupations de l'action diplomatique. Mais la transition militaire de 2008 va tordre le cou à ces paradigmes. Le professeur Alpha Condé vient au pouvoir au moment où notre diplomatie bat de l'aile. Mais avec son dynamisme doublé de sa stratégie offensive, il va redorer le blason de notre politique diplomatique. Aujourd'hui, réellement, Guinée is back, la Guinée est de retour, parce que nous sommes membres de beaucoup d'organisations internationales et nous sommes à jour dans les contributions. Ça, c'est très important, parce que dans certaines organisations, si vous n'êtes pas à jour financièrement, vous n'avez pas droit à la parole. Ensuite, vous savez que le président a exercé la haute fonction de président en exercice de l'Union africaine, et au cours de ce mandat, des actions positives ont été vraiment posées. En organisant sa première conférence diplomatique entre mars et avril 2019, la Guinée privilégie dorénavant l'émergence économique. Une nouvelle feuille de route dont la plus belle illustration a été faite par le chef de l'État lui-même à l'occasion de sa récente tournée aux États-Unis. Le nouvel élan impulsé à la politique étrangère de la Guinée prouve à suffisance qu'aujourd'hui, la diplomatie guinéenne se porte bien et très bien. La diplomatie guinéenne se porte bien et très bien. Après l'accession à l'indépendance, l'autre étape importante de la jeune République a été la matérialisation des symboles de sa souveraineté. Dans ce reportage, notre rédaction vous fait découvrir les attributs de la souveraineté, leurs caractéristiques et significations, de l'emblème national à la monnaie en passant par les armoiries, le chant patriotique et les frontières. Ansman Toumani Kamara. La République de Guinée, premier pays francophone d'Afrique à recouvrer sa liberté. En 1958, le tout premier symbole de la jeune nation indépendante a été l'incarnation sur une carte de ses frontières terrestres et maritimes, bien que issue de la fantaisie coloniale. Ce bornage colonial offre à la Guinée 3399 km de frontières terrestres et 320 km de côtes maritimes. Dans cet espace frontalier, la Guinée, comme tout autre État, construit au fil des ans son identité nationale. L'histoire singulière de cette nation fière dans un espace géographique se reflète dans le choix d'un étendard emblématique. Dès le 2 octobre 1958, les acteurs de l'indépendance optent pour le rouge, le jaune et le vert pour incarner la diversité, l'essence du sacrifice et les richesses exceptionnelles du 9e pays indépendant d'Afrique. Ce drapeau est composé de 3 bandes verticales et magnifie la dignité retrouvée à travers la liberté.
Ce chant patriotique dénommé Liberté est l'autre symbole fort de la souveraineté guinéenne. Cet hymne vient d'un air traditionnel de la mélodie mandingue, devenu très populaire en 1904 lors de la conférence des notables. L'air est repris pour saluer l'arrivée et la générosité de l'almami de l'abbé Alpha Yaya Diallo. À l'indépendance, la musique est adaptée par Fodeba Keïta après une reprise de Djeli Mamoudou Kandé de l'ensemble instrumental national. Jean Cellier, un professeur français de musique, apportera sa touche sur ce chef-d'œuvre. Le sceau national, constitué d'armoiries du pays, est adopté dans sa forme actuelle en décembre 1997. C'est la 4e version des armoiries adoptée depuis l'indépendance. Son motif central est un blason dans lequel vole une colombe d'argent portant dans son bec une branche d'olivier. L'écu, resté inchangé, est d'argent doublé à la base d'une bande à 3 pales. Il est posé sur un listel sur lequel est inscrite la devise nationale « Travail, justice, solidarité ». Les armoiries expriment également la vocation première du pays. Après l'éléphant, symbole du PDG RDA, le fusil et l'épée de l'armée, la Guinée opte pour la colombe dans son écu pour exprimer sa volonté de médiation et de solidarité envers les nations en difficulté. Et de 1958 à nos jours, les différents chefs de l'exécutif guinéen ont fait preuve de cet engagement de promotion de la paix dans le monde. L'autre attribut quotidien fort et parfois oublié est le billet de banque. La Guinée est contrainte d'émettre et de maintenir sa propre monnaie de 1960 à nos jours. Le franc guinéen de 1960 à 1972, puis le Cili de 1972 à 1986 et retour au franc guinéen depuis 1986. Jusqu'ici, la Banque centrale incarne fidèlement ce parcours d'une nation qui sait s'assumer conformément à la volonté politique et la réalité économique. Au plan militaire, la Guinée s'est progressivement dotée d'une armée républicaine. Tout d'abord, des anciens combattants ont renoncé aux avantages de l'armée française pour servir leur pays. Au fil du temps, le recrutement de quelques bras valides a permis au pays d'avoir une armée dont le parcours fait la fierté de notre pays. Commandant Mohamed Kassi. Dans le cadre de la défense de l'intégrité du territoire national, la protection des citoyens et de leurs biens, ainsi que les institutions républicaines, les forces armées guinéennes veillent. Cette armée, créée un mois après l'accession de notre pays à sa souveraineté, le 1er novembre 1958, elle était constituée des militaires qui avaient renoncé aux avantages de l'armée française pour répondre à l'appel de la patrie. Le capitaine Oumanian Keita a été le père fondateur de l'armée guinéenne. Celui qui avait été choisi par le président Sékou Touré, donc celui qui a créé l'armée guinéenne. Quant à Kama Diaby, il a été le premier officier d'ordonnance du président Sékou Touré. Il était lieutenant, il a été nommé comme aide de camp du président de la République. Pour mieux garantir l'indépendance nationale, plusieurs recrutements et formations militaires furent engagés pour former les différentes armées, à savoir l'armée de terre, air, mer et la gendarmerie nationale. J'étais parmi ceux qui ont été appelés, les sous-officiers qui ont été appelés par le capitaine Oumanian Keita à l'époque. Son bureau se trouvait à Almami, à l'Enimob, pour nous dire ceci. Si vous qui êtes déjà formé, qui avez un certain niveau, une certaine capacité, vous optez pour la vie civile, vous refusez de rester pour qu'on crée l'armée guinéenne parce que j'en ai reçu maintenant les instructions.
Mais comment on va faire? De grâce, acceptez, venez. Nous allons créer l'armée. On ne peut parler de l'armée guinéenne sans parler de sa vocation panafricaine dans la lutte de libération et le rétablissement de la paix dans certains pays africains. On peut citer entre autres le Congo, l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Libéria et actuellement au Mali dans le cadre de la MINUSMA. En Guinée, nous retiendrons sa farouche détermination à préserver l'intégrité du territoire lors de l'agression portugaise du 22 novembre 1970 et les incursions rebelles de septembre 2000. Dans le cadre des opérations de maintien de la paix, cette année, l'état-major général des armées a mis en place un bataillon de 850 hommes. Après la mise en place et à la préparation opérationnelle et la projection du bataillon. Par ailleurs, la formation continue et la création de plusieurs unités spécialisées de défense et de sécurité ont contribué considérablement au renforcement des capacités opérationnelles des forces armées. Aujourd'hui, les autorités de la Troisième République se sont donné comme priorité la réforme du secteur de sécurité, grâce à laquelle les forces armées guinéennes ont fait leur retour sur l'arène internationale. À la faveur de nombreuses formations qui se déroulent au sein de cette armée, un groupement des forces spéciales et une section de déminage sont mis en place pour faire face aux nouvelles menaces sécuritaires. La Guinée a connu une mutation profonde dans le secteur des mines, des compagnies d'exploitation. Au code minier amendé en 2013, le contenu local, longtemps ignoré, finit par avoir du sens. Le volume d'exportation et d'extraction grandit et puis la production se diversifie. Valérie Talimanet. Dès son indépendance en 1958, notre pays fait des mines le poumon de son économie. Les activités d'extraction industrielle minière démarrent et s'intensifient avec la bauxite dont le pays regorge les 2/3 de réserves mondiales. En une décennie, Frigia, la compagnie des bauxites de Guinée CBG, l'office des bauxites de Kindia, actuel CBK, sont lancés. Au niveau de l'or et du diamant, dont l'exploitation traditionnelle était connue à Kerouané, la société Arédor s'installe. La connaissance de la carte minière s'améliore. Le cadastre minier lui aussi est constamment assaini. Pour la gouvernance, le code minier est adapté aux réalités du temps. En 2013, l'amendement apporté au code de 2011, qui a lui-même révolutionné celui de 1995, est adopté. Les efforts fournis dans ce cadre, plus ceux fournis dans le cadre de la modernisation du cadastre minier, ainsi que les efforts de transparence qu'il y a eu, notamment à travers la publication de toutes les conventions minières de la République de Guinée et la mise en conformité avec l'ITIE, ont permis, toutes ces réformes-là ont permis d'améliorer significativement le cadre d'investissement. De dizaines de sociétés s'installent dans le pays. Plusieurs projets bauxitiques sont viabilisés. La SMB, GAC, Alufer, Tibier et bien d'autres entrent en production ou sont en phase de construction avancée. De vieux rêves comme le projet Diandian se concrétisent. De nouvelles infrastructures ferroviaires et portuaires se réalisent à un rythme fulgurant. Ce dynamisme retrouvé fait des mines le levier de la croissance économique. Elle assure 25% des revenus de l'État avec plus de 10 000 emplois directs créés. La Guinée a attiré au cours de ces années-ci plus de 10 milliards de dollars d'investissement dans le secteur minier. Et sur ces 10 milliards, 4 milliards sont déjà en cours portent sur des projets qui sont exécutés sur le terrain. Et cet investissement a abouti notamment à une croissance exponentielle
de la production de bauxite qui est passée de moins de 20 millions de tonnes à 60 millions de tonnes en 2018 et bien au-delà certainement cette année et dans les années à venir. Au bout de ces réformes courageusement engagées dans le pays, le développement est soutenu. La création de l'Agence nationale de financement des collectivités symbolise cet esprit. 15% des revenus miniers sont désormais investis dans la réalisation des infrastructures socio-économiques de base. Un tournant dans l'histoire du pays. Les revenus peuvent encore grossir avec la diversification des ressources à exploiter. À Lola, par exemple, le graphite est développé par la société Sama Ressources Guinée. Pour toujours garantir l'intérêt des populations et assurer les investisseurs, la Guinée a soumis la gouvernance de son secteur minier à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE. Le pays est jugé conforme aux normes depuis plus de 5 ans maintenant. C'était à Mexico le 2 juillet 2014. Dès son accession à la souveraineté nationale, la Guinée a tout d'abord expérimenté un investissement massif de fonds publics dans la création des unités industrielles. Mais une rupture interviendra 26 ans après par la privatisation des usines étatiques. Le secteur industriel tombe dans léthargie. Il a fallu l'avènement de la Troisième République pour relancer le tissu industriel. Abdou Karim Kamara. En 1958, la Guinée hérite de la métropole d'un embryon de tissu industriel. Celui-ci comprend une vingtaine d'usines tenues par des hommes d'affaires français, libanais et syriens. Les responsables de la jeune République optent pour la nationalisation progressive de ces entreprises. Les nouvelles unités créées à travers le pays renforceront cette option. Dans le cadre d'abord du plan triennal, puis des successifs plans quinquennaux, ce qui fait que finalement, en 1984, quand on a fait le bilan, il y avait en gros 42 entreprises qui constituaient le tissu industriel guinéen. 42 entreprises réparties dans tous les secteurs. Mais à côté de cette gestion, une entreprise fait exception à la règle. La savonnerie Askia à Sonfonia, première industrie privée construite en 1983. Celle-ci produisait 20 tonnes de savon par jour pour le marché guinéen et sous-régional. Il y avait une savonnerie publique à Sonfonia, mais c'était des Grecs. Elle était arrêtée, elle ne fonctionne pas. Un vendredi, j'étais chez le président Sékou Touré. Quand il a vu le courage que j'ai pour investir, il était très content. Là, il m'a fait un cadeau, un souvenir que j'ai ici. Il m'a dit de toujours garder. Au fond de lui, il veut des gens qui osent faire des trucs comme ça, mais c'était rare, il n'y en avait pas. Ou bien s'il y en avait même, les gens avaient peur. En 1984, le pays s'ouvre à une économie libérale. Les industries sont désormais tenues par des particuliers, des Guinéens pour la plupart. Les repreneurs n'ont pas pu faire prospérer ces entreprises. Tout au contraire, tout a été presque abandonné. Certaines entreprises ont été démantelées et on ne donnait plus vraiment la priorité à la production locale. La mésaventure a pour conséquence des pertes d'emplois, la disparition des réserves foncières industrielles de l'État, envahies par des populations. Là-dessus, aujourd'hui, nos priorités portent sur 3 zones. C'est la zone industrielle de Kabeleng, la zone industrielle de Kouria qui fait 272 hectares. Il y a également, on a identifié une zone de 30 hectares dans la préfecture de Poré-Kaliak pour la réalisation d'un projet pilote de parc industriel à Fandié. À partir de 2011, la Guinée déclenche des réformes. L'ambition industrielle renaît avec des stratégies beaucoup plus cohérentes pour l'investissement national et étranger. En raison de la politique d'ouverture qui a été renforcée sous la Troisième République, de nombreuses autres entreprises de production de ciment ont été créées et ont prospéré. C'est ainsi que grâce à la politique menée sous la Troisième République et sous l'égide du professeur Alpha Condé, nous avons aujourd'hui dans ce secteur précis, nous avons CIMAF, nous avons GI, nous avons Diamond Cement et bien d'autres entreprises de production de ciment qui sont en projet. Cette continuité a favorisé l'admission de 279 entreprises au bénéfice du nouveau Code des investissements.
À ce jour, elles sont une vingtaine de grosses unités industrielles fonctionnelles, créant chacune 250 à 300 emplois directs et indirects. D'autres industries de pointe sont annoncées. Depuis 2 ans, une raffinerie de pétrole est en construction dans la cité industrielle de Kamsar. Tenez, de 1958 à 2010, le parc énergétique de la Guinée était de 213,61 MW. Le barrage hydroélectrique de Caleta est venu à lui seul plus que doubler avec 240 MW. Fruit de l'engagement du professeur Alpha Condé, alors candidat à l'élection présidentielle de 2010. Il a promis, il l'a fait. Le couple Caleta-Swapiti sera l'autoroute de l'électricité qui permettra d'alimenter tout le pays. Nabi Kamara. À l'indépendance en 1958, le pays n'avait qu'un seul barrage, les grandes chutes à Kindia d'une capacité de 27 MW. Un barrage exclusivement destiné à l'éclairage de la ville de Conakry, la capitale. En partant, il a détruit un certain nombre d'équipements, d'ouvrages, de développement, de production. On ne pouvait compter que sur Grande Chute, qui était vraiment un seul ouvrage qui était construit et maintenu pour Conakry. Et là, il n'y avait que 2 groupes de 5 MVA. Maintenant, à l'intérieur du pays, comme dans les villes comme Kindia, Kankan, Labé et un certain nombre de villes, il y avait des petits groupes de diesel thermique. À l'avènement de la Deuxième République, les nouvelles autorités du pays vont aussi s'atteler à combler le déficit par l'amélioration des capacités de production. L'entretien et la réparation des groupes thermiques à la centrale de Tombo et le remplacement des équipements vétustes au niveau des centrales électriques à l'intérieur du pays sont lancés avant la construction en 1997 du barrage hydroélectrique de Garatiri. De 1958 à 2010, en thermique et en hydraulique, la Guinée avait moins de 250 MW de productibles. Conakry, la capitale, est dans l'obscurité. La Deuxième République a amélioré Grande Chute et l'a porté à 27 MW. Et la Première République a fait Tenkiso, King Kong et Banéa. Disons que la Première et la Deuxième République, avant l'arrivée du professeur Alpha Condé, il y avait à peu près en thermique comme en hydraulique, il n'y avait pas plus de 240 MW. Et de ces 240 MW, il y avait moins de 100 MW qui étaient véritablement productifs. Professeur Alpha Condé engage une course effrénée contre la montre. Les équipements et ouvrages hydroélectriques existants sont d'abord réhabilités avant d'entamer la construction du barrage de tous les défis, le barrage hydroélectrique de Caleta. Sa capacité installée est de 240 MW. Caleta était déjà étudié, mais dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Alors Caleta étudié par l'OMVG, qu'il faut-il faire? L'accord des pays, des 4 pays qui composent l'OMVG, était en difficulté pour trouver le financement qu'il faut. Le président de la République a décidé de faire Caleta tout de suite, maintenant. Pour soutenir les efforts déployés, la réalisation d'autres projets est engagée pour permettre à la Guinée de sortir définitivement de l'obscurité. Nous parlons d'un potentiel de 6 000 MW. Nous avons fait l'inventaire de ces 6 000 de sites qui peuvent donner ces 6 000 MW. Nous avons trouvé 6 233 MW aujourd'hui inventoriés à travers 309 sites aménageables. Aujourd'hui, on en a plus d'une dizaine d'études déjà effectuées. Il suffit de trouver les financements seulement pour réaliser ces barrages-là. En attendant, les projets d'interconnexion lancés par le gouvernement sont en marche. Il s'agit notamment de ceux de l'OMVG et de la CEDEAO. D'ici fin 2020, le nombre d'abonnés devrait se multiplier dans le pays. La Guinée aura gagné le pari de l'énergie en exportant l'électricité.
2 octobre 1958, 2 octobre 2019. Comment le nouvel État indépendant allait faire face à la formation des jeunes élèves et des cadres du pays. Les autorités d'alors ont pris des décisions courageuses. De l'introduction des langues nationales en 1966 au programme Éducation pour tous, quel effet cela a produit? Où en est-on aujourd'hui par rapport à la qualité de l'enseignement? Des interrogations que notre reporter Francis Collier tente d'y répondre. Dès l'indépendance, la Guinée a voulu former l'homme nouveau. Un concept idéologique dans un contexte de lutte anti-néocolonialiste âpre et d'affirmation d'identité culturelle africaine. De réformes difficiles et courageuses ont lieu. Les langues nationales sont introduites à l'école de 1966 à 1984. Au niveau supérieur et à la formation technique, le départ brutal des agents de l'administration coloniale est comblé par la solidarité des pays amis et des étudiants africains. Il fallait répondre à la question de savoir comment trouver des enseignants pour les jeunes Guinéens qui étaient dans les écoles. Je dis bien les Africains, pas seulement des Guinéens, il y avait des Sénégalais, des Burkinabés, il y avait toutes sortes de nationalités. Ils ont pris leurs avions, ils sont venus à Conakry pour donner des cours à la place des enseignants français. La langue française réintègre à nouveau le système primaire et secondaire sous le manteau programme d'éducation pour tous. Des enseignants sont recrutés et formés pendant 3 mois pour faire face aux nouveaux défis. Nous sommes dans les années 90. Comme dans un laboratoire, d'autres programmes seront expérimentés avec des résultats divers. Certains établissements développent leurs propres programmes. Le vent du libéralisme souffle fort. En 2007, la Guinée entre dans un nouveau système de formation au niveau supérieur. Le LMD, licence, master et doctorat, un nouveau saut dans l'inconnu. Le système LMD, c'est le système licence, master, doctorat, qui est une exigence d'assurance qualité. C'est-à-dire que l'apprenant est situé au centre même de son savoir. La dépréciation du niveau de formation est le constat de tous. De nos jours, la quête du modèle parfait est relancée sous la formule adéquation de la formation à l'emploi. L'exigence qualité dans l'enseignement est de retour. La maîtrise des effectifs, la formation des formateurs et l'évaluation des programmes deviennent des priorités du moment. Une autorité nationale est créée à cet effet. La course contre la montre est engagée pour remettre les fondamentaux d'une formation technique et supérieure en phase avec les besoins de développement du pays. Cela exige encore des sacrifices et de la patience. La Guinée est de retour, la Guinée bouge. La presse historienne du quotidien, quelle mutation a-t-elle enregistré de la radio banane aux multimédias en passant par la voie de la révolution? La liberté d'expression et d'information se conforte en dépit de quelques dérapages. Commentaire Bernard Tunguno, Saliouba. La Guinée indépendante hérite d'une radio coloniale dévouée au mouvement des navires transportant des produits agricoles comme la banane. Cette radio porte d'ailleurs le nom des radios bananes. Elle émet au quartier sans fil dans la commune de Kaloum. Elle sera baptisée Radiodiffusion nationale et est délocalisée à Koulewondi. Au fil des épreuves que le pays traverse, la ligne éditoriale de la station change. Le changement radical est clairement porté par la voix de la révolution dont les locaux sont à Boulbinet. En presse écrite, Oroya est le seul organe du pays. Il assure la promotion de l'unité nationale et la consolidation de l'indépendance. Le dispositif informatif de l'État est renforcé en 1977 par la télévision. La lucarne joyeuse fait la promotion de la culture et des actes du pouvoir. À partir de 1991, cependant, un vent de liberté souffle dans le paysage médiatique national. La création des journaux privés est autorisée. La libéralisation des zones arrive en 2005. 13 ans après, on compte une centaine de radios et 11 chaînes de télévision autorisées à émettre sur le territoire guinéen.
des médias qui reflètent l'expression de la diversité des opinions. La presse électronique qui a pris son envol est le terrain où le débat démocratique est le plus vif. Depuis 2011, ce foisonnement médiatique est régulé par la Haute Autorité de la Communication en remplacement du Conseil national de la communication. Le défi aujourd'hui est d'assurer à cette presse la qualification et des meilleures conditions de travail pour plus de professionnalisme au service de la démocratie et du développement du pays. L'hôtellerie guinéenne franchit des étapes importantes pour se hisser au sommet des secteurs qui ont connu un essor. L'indépendance a trouvé la Guinée avec un seul établissement, l'Hôtel de France, qui est devenu Grand Hôtel de l'Indépendance. Ensuite, il y a eu quelques petits hôtels. Mais depuis 2010, la Guinée dispose de grands réceptifs hôteliers dignes et d'autres en construction. Ousmane Ba. L'histoire de l'hôtellerie guinéenne est bâtie autour de cet établissement de position géographique idéale, Grand Hôtel de l'Indépendance. Cette aile est un héritage colonial. Elle est construite au milieu des années 40 par les colons français et portait le nom d'Hôtel de France. Au lendemain de notre accession à la souveraineté nationale, c'était la seule infrastructure hôtelière de taille. Pour combler le déficit d'hébergement du moment, le premier régime a procédé à son extension au début des années 80 par la construction de 7 autres compartiments à la forme d'un éléphant. En plus, il y a eu l'hôtel de l'Unité, actuel Riviera Royal, hôtel Bel Air et l'hôtel Monimba à Zérékouri. De nos jours, le secteur est en plein essor. Au cours de cette dernière décennie, l'on assiste à une floraison d'hôtels à Conakry. Des infrastructures modernes qui viennent combler le déficit d'hébergement auquel la Guinée était confrontée. De plus de 2000 chambres en 2011, la capacité d'accueil est globalement aujourd'hui à près de 7000 chambres, soit une réalisation de près de 5000 chambres en 8 ans. Au cœur du poumon économique de Conakry s'érige l'hôtel Kaloum, un établissement de première classe qui offre toutes les commodités. Sheraton Grand Conakry offre également le même confort. Palm Camayen, rénové et équipé pour répondre aux normes internationales. Noum Hôtel, l'établissement à la forme d'un navire, attire les regards. Les hôtels, c'est la première démarche. Et ce qu'a compris le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour accueillir les touristes et les hommes d'affaires, il faut créer les conditions, quand ils viennent, qu'ils soient décemment logés. Et ça, c'est fait. Et tout le reste viendra. Il y a un homme politique local qui me chavite souvent et qui me dit qu'on a construit plus d'hôtels que d'hôpitaux. Je lui dis, bon, peut-être il se trompe, parce que les hôpitaux et les hôtels n'ont pas le même segment de clients. Les hôtels, c'est indispensable pour venir négocier un projet, pour faire ces barrages, pour faire ces hôpitaux, pour nous appuyer sur l'agriculture. Il faut bien que nos partenaires viennent constater et qu'on les reçoive décemment dans un hôtel digne de son nom. En plus de ces hôtels haut de gamme, existent d'autres de classe moyenne tels que Onomo Hotel Conakry, Millennium Suite et Atlantic Hotel. Parmi les nouveaux défis à relever, des infrastructures de grande envergure en province. Déjà, des travaux de construction d'un hôtel 3 étoiles sont en cours à l'Abbaye. Page sportive dans cette édition spéciale avec le glorieux parcours de l'Afia Football Club, sans oublier les autres disciplines sportives. La Guinée a connu des hauts et des bas dans le domaine sportif, mais l'Afia 117 reste toujours dans les annales de l'histoire de notre pays. Abdoulaye Diallo. La première décennie de l'indépendance est marquée par la régularité et l'intensité de l'animation sportive sur toute l'étendue du territoire. Quelques disciplines sont auréolées de lauriers sur le plan international. La boxe a vu le triomphe d'Al-Khali Dafé avec une médaille en or. La Guinée participe à la Coupe du monde de volleyball en 1974. Mais c'est le football qui marquera davantage les esprits. Les Jeux olympiques de Mexico 1963, le mondial des cadets de Tokyo 1979 et celui de Pékin 1985 donnent au pays une stature de géant africain. La gloire du Hafia FC avec le premier triplé continental
Coupe d'Afrique des clubs champions en 1972, 1975 et 1977 laisse place à la légende. En 1978, le Orea AC boucle l'épopée du football guinéen avec la Coupe des vainqueurs de coupe. Dans la Première République, vraiment certaines conditions étaient créées pour le développement du sport. Ça, il ne faut pas se le lérer. L'engagement était là, la motivation était là, l'encouragement était là. Et la considération, et c'était là. L'État prenait tout en charge, les compétitions et tout. Et les compétitions se déroulaient dans tous les domaines. L'ouverture brusque au libéralisme au milieu des années 80 sera un véritable choc pour les sports dans le pays. Pourtant, la pratique sportive se diversifie. Plusieurs fédérations voient le jour. Mais faute d'infrastructures, d'organisations solides et de moyens financiers conséquents, les résultats joyeux tardent à venir. La Deuxième République est venue avec le libéralisme. Brusquement, on est rentré là-dedans. Et ça s'est répercuté dans tous les domaines. Tous les domaines. Une fédération sportive doit être soutenue par l'État. Doit être soutenue. Une loi du sport doit exister. La traversée de désert est longue pour des sports populaires. Dans certaines disciplines cependant, comme le judo, la lutte, la boxe, le karaté, le handball, le basketball et le cyclisme, quelques éclats entretiennent l'illusion.